Mesdames, messieurs, bienvenue, bienvenue. C'est donc l'arrivée de l'hiver et surtout du froid. Rien de tel qu'une petite émission de Citadel pour commencer ce mois de décembre en douceur. Ma chère co-animatrice Yo-Yo est malheureusement absente parce qu'elle est peut-être éventuellement cas Covid. Donc pour éviter des problèmes, on s'était dit que c'était plus simple de ne pas l'avoir présente ici. Mais ne vous inquiétez pas, promis, la prochaine fois, elle sera avec nous. C'est une promesse. Et comme à l'habitude, sur notre émission, nous ne sommes pas seuls. Et ce soir, nous avons des invités, comme toujours, exceptionnels. Nous aurons donc Fred, qui est ici présent, du studio Damadama Games. Ils sont déjà venus sur notre plateau pour présenter leur propre projet. Coucou. Donc il nous tiendra compagnie pour l'occasion. Mais nous avons surtout Simon et Robin, les deux développeurs derrière le jeu Bonsoir. Weko, de Mask Gatherer, qui viennent ce soir parler de leur projet. Une belle équipe pour vous accompagner ce soir, mais avant de papoter et rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit tour de l'actualité suisse. Donc, est-ce que par hasard vous connaissez le Téléthon ? Téléthon, donc pour rappel, c'est un projet de récolte de fonds créé en 1988. À travers des événements organisés bénévolement par différentes associations, les fonds récoltés servent à soutenir les activités de la Fondation de recherche sur les maladies musculaires, de l'Association suisse romande intervenant contre les maladies neuromusculaires et de l'Associazione Malattie Gentiche Rare Svizzera Italiana. Excusez-moi pour mon accent italien. Bravo. Bravo. Donc, en fait, figurez-vous qu'un streaming caritatif a été organisé pour l'occasion. Donc, un petit Z-Event suisse qui est du coup qui a accueilli en fait une cinquantaine de streameuses et streamers suisses et se sont relayés du 1er au 5 décembre afin de récolter des fonds. Il y a eu des séances de gaming, mais également des interviews et témoignages, et au terme de cet événement, ils ont réussi à récolter plus de 11 000 francs. J'aimerais quand même que nous les applaudissions un petit moment chaleureusement, parce que c'est un sacré résultat. Bravo. Pour continuer en cette lancée caritatif, nous faisons un peu de publicité, car nous sommes ravis de vous annoncer que nous aussi, Citadel, nous soutiendrons une cause durant ces fêtes de fin d'année. La chaîne du bonheur, qui fête ses 75 ans, organise chaque année Cœur à Cœur, donc un événement caritatif où l'on récolte des fonds pour soutenir diverses causes. Et cette année, les profits sont utilisés pour aider les enfants maltraités en Suisse et à l'étranger. Et en fait, Cœur à Cœur, il y a également une version gaming, Gamer à Cœur, où des streamings seront organisés durant toute la semaine, afin également d'obtenir des fonds. C'est la deuxième édition, et la précédente a récolté 3400 francs. C'est généreux, ça commence, c'est un bon début, et on est très content de pouvoir participer à cet événement. Et cette année, il y aura environ 40 personnes impliquées dans l'organisation, dont 20 étudiants de l'école HETS, donc la Haute École de Travail Social à Genève, qui vont participer au streaming. Ça déroulera du 12 au 18 décembre, et vous pourrez nous retrouver, Yo-Yo et moi-même, affronter les membres de jvmag.ch, Gaming Federation, Semper Ludo, et la Haute École de Travail Social de Genève sur le fameux jeu Age of Empires 4 le 15 décembre. Nous serons en live sur la chaîne Twitch Pound. Donc je vous invite à venir nous voir et à nous soutenir également. Petit coup de projecteur sur le musée Bolo. Je ne sais pas si vous connaissez ce musée à Lausanne, qui est le musée suisse de l'informatique et de la culture numérique et du jeu vidéo. C'est une mine d'or d'archives informatiques avec plus de 2000 objets électroniques et vidéoludiques. Et en octobre, ils ont eu même d'éminents experts du jeu vidéo. L'équipe des Hard Looters, je ne sais pas si vous suivez un peu sur YouTube, Benzaï par exemple, ou Bob Lennon, ou encore SNK. Donc Bob Lennon était très connu à l'époque pour ses vidéos sur Minecraft. C'était un peu genre les débuts de la scène francophone sur le jeu vidéo sur YouTube. Benzaï aussi. Donc si vous les connaissez, ils ont pu voir et ils sont venus parler vraiment du musée, ils ont découvert l'endroit. Et c'est un endroit qui est assez intéressant, je vous invite vraiment à aller le visiter parce que c'est l'occasion de découvrir peut-être des technologies un peu anciennes, mais aussi des plus récentes, autant les ordinateurs que des consoles. Et je pense que aussi les parents trouveraient ça chouette de venir voir des consoles peut-être de leur époque, les technologies de leur époque. Je sais pas s'il y a un Minitel, mais ça serait chouette. Éventuellement. Sinon, côté tournoi, le 5 décembre a eu lieu le tournoi Smash Bros Ultimate organisé par l'équipe genevoise d'e-sport Team BDS. Il s'est déroulé dans le nouveau lieu dédié au gaming Exploria à Yverdon-les-Bains. Le tournoi a réuni les 48 meilleurs joueurs de Suisse
Et après une compétition acharnée, la troisième place a été remportée par Crash, la deuxième par Jaka et le premier revient à Denstav. Ou Denstani, excusez-moi, je connais pas bien les noms. Étant un grand joueur de Smash Bros, je suis content de voir des compétitions suisses s'organiser et j'aimerais bien un jour y participer. Je pense que j'ai pas le niveau, mais... Ouais, ils sont très chauds normalement. Ah non, ils sont vraiment balèzes. Vous jouez un peu à Smash ou pas du tout? En tant que vraiment très débutant, mais je J'ai à pense l'époque, mais Et plus du tout? plus du non. tout là. En vrai, C'est le il est truc où très il chaud faut- mécaniquement. C'est le Mécaniquement, truc où il comme faut jeu. aligner des briques pour. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Avec une petite balle au milieu. Non, alors moi, je suis un joueur, pour ceux qui connaissent, je suis quelqu'un que les gens n'aiment pas. Puisque je joue Richter et Ah, ouais. Isabelle, Ouais, non, non. Ouais. deux personnages très détestés dans la communauté. C'est tabou ça. C'est tabou, moi j'adore. Sinon, petit coup de projecteur aussi sur un studio bernois. Dream Hunt est une équipe de 7 passionnés qui veulent lancer leur premier projet. Donc le studio n'a pas encore de jeu à proprement dit, ils ont vraiment que ce premier projet. Il n'a pas encore de nom non plus le jeu, mais par contre il est déjà très riche d'artwork et de gameplay qui s'annonce prometteur. Donc d'après ce qu'on voit, vous incarnez une sorte de golem de pierre qui se déplace et est capable de se transformer donc en boule de pierre. Et il évolue dans un univers très naturel, forêt, donc c'est très très joli à voir. Et c'est un studio qui mérite, à mon avis, qu'on garde un œil dessus, parce que je pense que dans l'avenir, ça va être très intéressant. Vous pouvez les retrouver sur Twitter, donc pour rappel, c'est Dream Hunt Studio. Et également, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à Stray Phone Studio, le studio zurichois derrière le très attendu The Wandering Village, mais également le dorénavant célèbre Retimed, fête leur 5e anniversaire. Les anniversaires. Joyeux anniversaire. Donc nous invitons également à suivre cette équipe car ils deviennent de plus en plus importants dans le monde vidéoludique suisse, si ce n'est même, je crois, l'un des plus importants. Derrière peut-être Farming Simulator de Giant Studio. C'est les seuls plus gros studios suisses que nous avons, je crois. Donc voilà, c'était le petit tour de l'actualité vidéoludique. Et maintenant, j'aimerais aborder un petit truc avec nos invités, Simon et Robin. Mhm. On m'avait dit que vous étiez fans de certains vieux jeux vidéo. Tout à fait. On a échangé des messages avant. Est-ce que peut-être commence Simon Alors, mes jeux phares quand j'étais plus petit, je pense que Banjo-Kazooie sur Nintendo 64 et Ocarina of Time. Bah, ça tombe bien, j'ai justement une copie de Banjo-Kazooie avec moi, Ouais. que je te tends. C'est cadeau. Alors, ce sera peut-être pas cadeau. Mais j'ai aussi Ocarina of Time, tiens. Ah, voilà, Pour le l'occasion. cadeau, merci. Et du coup, pourquoi Ocarina of Time, pourquoi Banjo-Kazooie? Banjo-Kazooie, c'était le jeu, je jouais juste avant d'aller à l'école quand j'étais petit. Ok, Chaque matin, je me réveillais, je jouais à Banjo-Kazooie. Je prenais mon petit déj et j'allais à l'école primaire. Donc c'est mon jeu d'enfance. Mon platformer, je recommande à tous les petits, d'âge de jouer à ce jeu. Je trouve que c'est un très 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 bon jeu. Et Zelda, tout simplement, c'est le jeu phare qui a encore certaines mécaniques sont encore utilisées aujourd'hui. Donc c'était Mhm. clairement un gros pylône à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Pour moi, c'est le meilleur jeu qui a été fait dans ces années-là. mais Banjo-Kazooie, tu l'as déjà fini à 100%? Mais plus tard, je l'avais refait. Ah ouais? Il était trop dur quand j'étais petit. Est-ce que tu te souviens un peu des noms des personnages? Si je te demande c'est qui le nom de la méchante, tu t'en souviens ou pas? C'est un nom allemand, Krugel. Je sais plus le nom. Quelqu'un là? Non? Non. Une Gruntilda. Ah voilà. J'ai dit quoi? Donc c'est vrai que c'était un platformer très très reconnu à l'époque, donc développé par les studios Rare. Ouais. À l'époque, moi j'aime bien dire que c'était un peu l'âge d'or de ce studio. Ouais. Non mais tout à fait. C'était vraiment l'époque où ils ont développé beaucoup de jeux qui sont maintenant, disons, des légendes dans le monde. Mhm. Donc j'avoue que c'était aussi un jeu sur lequel j'ai pu jouer et que j'avais beaucoup aimé. Sinon, pour juste 2 petites infos dessus, parce que j'aime bien essayer de donner des petites informations supplémentaires. Au cas où, ce jeu, il est confirmé qu'il il évolue dans le même monde que Donkey Kong. Ok. Parce qu'en fait, Rare sont ceux qui ont créé Donkey Kong. Et ils ont, en l'occurrence, si vous voyez la vidéo d'introduction de Banjo-Kazooie dans Super Smash Bros Ultimate, bah, ils sont du coup avec Diddy Kong, King K. Rool et Donkey Kong. Mhm. Et ils sont extrêmement contents de les voir.
Et c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment à la base, le jeu est apparu dans Diddy Kong Racing sur Nintendo 64. Peut-être vous y avez joué Ouais, aussi. j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que c'était nettement mieux que, que Mario Kart, mais ça, y a pas tout le monde qui est d'accord. Mais Ouais, c'est aussi un très bon jeu. ouais, c'était Mais vraiment un ouais, super il y a jeu. des ressemblances, mais c'est vrai que ouais, il était très bien. Bah, du coup, là-dessus, il est apparu pour la première fois Banjo. C'était un personnage jouable du jeu, alors qu'il n'était pas encore sorti le jeu Banjo-Kazooie. Mais aussi Conker. Il était aussi dans les personnages jouables. Ah ouais, je vois Conker pas. Bad Fur Day, Ok. bah, il était personnage. Donc l'écureuil alcoolique que vous connaissez peut-être. Ah oui, oui, oui. Bah, il était déjà dans le jeu. Donc ça a été confirmé par les développeurs qu'effectivement ils sont dans le même univers. Je savais Voilà, pas du c'est tout. petite information pour le fun. Et aussi, on a presque eu un dessin animé Banjo-Kazooie. En 2015, ils se sont dit qu'ils allaient faire un dessin animé. Au cas où vous ne saviez pas, Viva Pignata a un dessin animé. Et ils voulaient faire dans le même principe que Viva Pignata, donc Microsoft qui a racheté Rare quelques années plus tard. Ils voulaient faire ça et finalement ils ont Je me rappelle des. annulé. Je me rappelle des films Donkey Kong. à l'époque. Excuse-moi, t'as un truc Ouais. devant toi qui s'appelle un micro, faut Ouais. quand même parler un peu dedans. Je sais que l'ingé son, c'est toujours de sa Ouais, faute, ouais. mais là quand même. Je me rappelle à l'époque le film Donkey Kong. Oui, C'était un super souvenir. C'était assez fou. Donkey Kong, je sais plus s'il parlait ou pas, ou c'était juste des sons. non, c'était tout en 3D. C'était de l'animation. C'était tout en 3D, Ouais. c'était Non, tout il en- parlait. Ouais, Je me rappelle il avait plus, une ouais, voix. ouais. Mais il dansait en tout cas. Et ça, je me rappelle. C'était. Oui, il dansait, c'est juste. Donc Ouais, voilà. J'avoue que j'ai revu des dessins animés pour le fun. Ah, ça fait peur en fait, hein. Genre, c'était vraiment les débuts de la 3D et c'était pas joli à voir. Faut bien un début. Ah, il faut bien un début à début à tout, ouais. Mais sinon, bah, Ocarina of Time, tu l'as aimé parce que c'était un jeu qui était important, une aventure, ou bien comme tout le monde, t'es juste tombé dedans et t'es jamais ressorti? Je pense, quand je l'ai essayé à l'époque, c'était l'OVNI. Je l'ai ressenti comme ça. En tout cas, quand j'avais joué, quand j'étais tout petit, je me suis dit, déjà, je comprenais pas, je savais pas lire la première fois que je jouais à Mhm. Ocarina of Time. Mais Ça devait être compliqué. ouais, c'était compliqué. J'étais allé le plus loin possible sans comprendre les lectures. Donc j'essayais tout. Mais non, mais je le trouvais déjà fantastique sans rien comprendre. Donc Mhm. c'est dire et même les graphismes à l'époque, c'était juste génial. Ouais. Donc non, donc voilà, je pense juste encore aujourd'hui ça a été repris et repris. Je pense que c'est un très bon exemple pour les jeux vidéo. Clairement, là Nintendo. Bah, c'est vrai que les bases de la 3D ont été, enfin, j'ai pas envie de dire créées là-dedans, mais Ouais. disons que je sais qu'à l'époque, quand c'est sorti, bah déjà, elle faisait un peu transpirer la Nintendo 64 à l'époque, parce que c'était vraiment, c'était gros. Et même, genre, typiquement, la distance d'affichage et tout ça, c'était assez impressionnant sur une console comme ça. Et c'est vrai qu'il a posé quand même beaucoup de bases, hein, Ah, tout à clairement. fait. Non, clairement. Mais du coup, tu te souviens aussi à quoi ça servait, la Triforce? J'aime bien poser des questions comme ça pour savoir. La Triforce, quand tu prends tous les morceaux, quand tu es adulte, je crois que tu as le pouvoir des Non. dieux. C'est ça? Peut-être. Non, c'est ça. Ganondorf a un morceau, Link a un morceau, Zelda a un morceau. Ouais, juste. Et si tu rejoins les trois, je crois que t'as comme pas un vœu que Dragon Ball Z, mais tu t'as atteint un rang de légende, je crois. Alors, t'as un vœu. Ah, t'as un vœu? C'est Ah, c'est un juste, vœu. t'as un vœu à la Ok. Dragon Ball Z, ouais. Ok. C'est vraiment tu peux choisir quelque chose. Ok. Et en l'occurrence, bah, dans le jeu, c'est sceller Ganondorf pour pas qu'il puisse Ok. s'échapper. Tu vois, à tâtons, j'ai un peu. Ouais, non, mais t'étais pas mal, hein. On était pas loin, c'est juste. Donc, bah, pour rappeler ça aux plus vieux d'entre nous, il est sorti en 1998. Donc, ça date déjà. Ouais. Il a gentiment 24 ans. Mm. Donc, c'est vrai que ça fait un peu mal, mais c'était l'époque où la 64 était sortie. Très très grand jeu, donc une histoire classique, hein, Link qui se réveille enfant dans une forêt, qui grandit dans une forêt, qui décide de parcourir le monde et puis qui par hasard rencontre une princesse qui se fait kidnapper par un méchant Ganondorf, donc la princesse Zelda, Mhm. et qui se voit investir de la mission de sauver et rétablir le temps, car Ganondorf est méchant, au cas où vous n'avez pas deviné. Pour les incultes. Les incultes, Link, c'est le petit gentil personnage. Zelda, c'est la princesse, c'est pas le contraire. Voilà, Voilà. sales incultes, sales gamins. Quoi. C'est ça. Il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Du coup, merci Simon et Robin. Apparemment ton jeu de prédilection. Bah, je te remercie déjà d'avoir
de nous avoir ramené Fable 3. Moi mon jeu, c'était Fable 1, du coup. Ouais, premier du nom. Au premier du nom. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Alors, je jouais essentiellement avec mon frère, mon petit frère, à Fable. Et beaucoup de bons souvenirs, de découvertes. Je me rappelle, on avait ce qu'ils appelaient la guilde. On pouvait faire partie de la guilde. Et chaque quête était débutée à la guilde. Il fallait voyager à travers des dizaines et dizaines de maps. Et ce qui était vraiment, vraiment novateur, en tout cas pour moi, c'était que selon les choix qu'on faisait à travers les quêtes, on pouvait ou devenir un gentil aventurier, on va dire, ou un maléfique, on va dire, de suivre le mauvais côté. Et c'était assez intéressant de voir que le personnage évoluait physiquement à travers les quêtes. On pouvait devenir un mage si on suivait le bon côté, et on pouvait devenir un démon, et on avait carrément des cornes qui poussaient sur la tête. Des cornes, mais t'as la peau qui devient rouge. Non, voilà, exactement. Et c'était drôle parce qu'au début, je savais pas forcément ça, et du coup, j'ai recommencé le jeu 3 fois. Ah ouais. Et ouais, et du coup, il est long. Hein. Ouais. Et la première fois, je savais pas trop, donc T'étais méchant ou gentil? Première fois, j'étais entre les deux. Okay. Je savais pas trop. Ok. Et deuxième fois, je l'ai fait en mode démon, donc vraiment démoniaque. J'avais des immenses cornes, j'avais... T'as tué tout le monde. Ouais, voilà, et il faut tout ce que tu vois, tu voles, voilà. Et la dernière fois, je l'ai fait en mode magicien. Gentil. Voilà, mais je pense que c'est chaque fois une aventure différente. Ouais, c'est vrai que pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Fable, c'était un jeu qui est sorti en 2004, donc c'est un peu plus récent, si je fais ça comme ça. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment une personne qui évolue dans un monde qui s'appelle Albion. Donc on incarne un jeune garçon à son enfance, orphelin, qui grandit dans une guilde, effectivement, et qui, avec le temps, on devient adulte. Donc en gros, un peu le tuto. C'est vraiment l'enfance de l'enfant. Et en tant qu'adulte, après, on part à l'aventure, et c'est là qu'on découvre cette liberté sans fin qu'offre Fable. Et je pense que c'est une des bases, disons, maintenant des RPG. Le fait d'avoir, disons, un côté gentil, méchant, d'avoir une sorte de notoriété, et du coup d'avoir des répercussions dans les décisions. En l'occurrence, je crois que le jeu, suivant ce qu'on avait décidé dans l'histoire, la fin changeait. Oui. Même beaucoup de parties du jeu étaient plus accessibles parce qu'on a pris telle ou telle décision. C'était compliqué, je pense. C'est surtout pour ça qu'il faut peut-être le refaire 2 fois. Pour essayer d'avoir il faut le faire en tout cas 2. En tout cas 2 fois, exactement. Facilement. Vous avez tous joué à Fable? Oui, quand même. Bon, c'est vraiment un des grands classiques du jeu PC. Moi, j'ai joué sur PC, je sais qu'il était Moi, sur Xbox. Ouais. Et du coup, il y a eu 3 jeux donc, de Fable. Ouais. Mais est-ce que tu as un souvenir marquant du jeu? Oui, moi... Il y a un village entier, c'était super. Non, alors moi, j'ai 2 très très bons souvenirs. Le premier, c'était à un certain moment quand notre personnage commence à avoir des... Enfin, dans le jeu, en fait, on peut progresser et décider de développer différentes capacités du joueur. On peut décider de développer la magie, on peut décider de développer sa force. Et la première fois que j'ai fini le jeu, que j'ai fait le jeu, j'avais décidé de développer que la force du personnage. Et en fait, à la fin, je suis arrivé. Il y a, je sais plus si c'est à la fin, mais il y a un colisée, enfin une arène. Et en fait, je me rappelle que, comme dans beaucoup de jeux maintenant, on a des vagues d'ennemis. Et cette vague d'ennemis, ils sont de plus en plus durs, mais après, voilà, selon les capacités, les différents atouts du personnage, on arrive plus facilement à déjouer certaines vagues. Voilà. Donc ça, c'était un des bons souvenirs, c'était ce colisée. Et le deuxième très bon souvenir que j'ai pas réussi à refaire, c'était que la première fois, donc j'ai développé la force du personnage, et en fait, à un endroit précis, il y a une sorte d'escalibur. Oui, juste. Et la première fois, j'ai réussi à sortir l'épée, mais j'ai plus jamais réussi dans les 2 autres fois à ressortir l'épée C'est que t'étais pas l'élu. J'étais plus l'élu. Non, mais c'était vraiment... Frustration sans fin. Voilà, exactement. Donc la première fois, je sais pas pourquoi j'ai réussi à sortir l'épée. Les deux autres fois, j'ai
j'ai plus jamais réussi. Voilà, ça c'est un peu les Ok. deux bons souvenirs que j'ai du jeu. Ah, mais très très bon choix en tout cas. Ouais. Les 3 jeux qu'on vient de parler maintenant, c'est des classiques vraiment du jeu vidéo. Et comme je disais, ils ont vraiment posé des grosses fondations que maintenant on continue à utiliser. Bêtement des concepts de game design comme ah, mais peut-être qu'il faut prendre tel et tel truc pour ouvrir telle et telle porte. Exactement, ouais. Alors, comment faire comprendre à un joueur que s'il prend ça, il doit aller ouvrir ça. C'est vrai que les Ouais. mécaniques pour faire, en l'occurrence pour les tutoriels par exemple, Ouais. même sans texte, ça a réussi à le faire sans lire. C'est qu'il y avait déjà quelque chose, tu vois. C'était Ah, c'est déjà clair. presque compréhensible Ouais. sans forcément lire. Ça, c'est vrai que c'est plein de techniques qui sont hyper importantes. Ouais. Non, Bah, c'est encore maintenant, repris aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Voilà, je pense qu'en l'occurrence, pour développer un jeu vidéo, c'est encore des règles fondamentales. Ouais. Mais du coup, messieurs, maintenant que nous avons un peu fait le tour de nos émissions, de nos différentes parties, est-ce que je peux vous inviter un peu à vous parler de vous, nous parler un peu de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous avez décidé de faire un jeu vidéo? Tu veux que je commence? Commence, ouais. Ok, donc je m'appelle Simon. De base, donc j'ai fait un master en data analyst. Donc je viens pas du tout du monde des jeux vidéo. Mais voilà, on a voulu monter ce projet qu'on a appelé Weko Project avec Robin. Et c'était justement la création d'un jeu vidéo. Donc voilà, là on s'est lancé un petit peu dedans. Je sais pas si tu veux te présenter aussi, Robin. Oui, alors moi je m'appelle Robin Effli. Moi c'est un peu spécial mon parcours. Je suis donc parti aux États-Unis pour développer mon côté illustration. Donc, j'ai fait une école d'illustration. Et en fait, quand je suis rentré à Genève, mes parents en fait sont bijoutiers et j'ai voulu créer mon premier bijou en rentrant. C'était un bijou, c'était une bague en fait un peu biker comme ça. Et Avec une tête de mort dessus. voilà, exactement. Et ça a fonctionné, les gens, ça a beaucoup plu. Du coup, j'ai développé ma marque de bijoux et je me suis intéressé à la création des personnages 3D, etc. Ce qui nous a en fait à un certain moment rapproché avec Simon, qui est lui fan de jeux vidéo. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer de créer un jeu vidéo avec Simon. Essayons l'aventure. Essayons l'aventure, voilà. Et voilà, ça a commencé comme ça, sur une soirée où on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer, faut qu'on se donne les moyens. C'est dire qu'on fait vraiment l'inverse. Moi, je suis vraiment dans le développement, donc, et Robin est tout ce qui est artistique. Donc c'est vrai que ces deux corps de métier, déjà, font énormément dans un jeu vidéo, en tout cas indé, parce que tu peux toujours rajouter des couches de métier. Mais je dirais le corps d'un jeu, ça va être vraiment ce côté artistique et le développement. Après, il y a les musiciens qui vont venir, les animateurs, c'est sûr que c'est corps aussi, mais je veux dire vraiment le squelette, je dirais c'est l'artiste et le développeur. Donc juste avec ces deux métiers, je pense que tu peux faire énormément. Donc on s'est lancé, on a essayé. Et voilà, c'est tant mieux parce que l'aventure est belle, on est là aussi pour présenter nos jeux, donc je trouve mignon, c'est finalement l'histoire. Donc voilà. Ouais. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que Simon souvent il dit que voilà, 2, c'est pas beaucoup pour faire un jeu, mais en réalité c'est aussi bien d'être 2 parce que les décisions sont faites plus rapidement. Il n'y a pas un comité. Il n'y a pas voilà, les idées passent de lui à moi, moi à lui. Et du coup, moi, je lui fais entièrement confiance sur le côté gameplay, mécanique du jeu. Parce qu'il faut quand même avouer qu'il a beaucoup plus joué aux jeux vidéo que moi. Et dans l'autre sens, lui me fait confiance du côté artistique. Après, bien sûr que si j'aime pas quelque chose, je vais le dire. Si lui, il aime pas quelque chose, voilà. Mais souvent, on sait à peu près ce que l'autre aime et ça matche bien. Mais du coup, à l'instar par exemple de Fred, qui lui est dans l'informatique ou du moins qui sait le développer, là tu t'es vraiment lancé dans un truc où tu t'es dit je vais apprendre tout seul à développer un jeu vidéo, enfin en tout cas les bases du code. Ouais, tout à fait. Donc bon, après j'ai codé, mais rien à voir avec les jeux vidéo. Donc en data analyst, tu dois coder soit du RStudio, soit du Python. Mais c'est pas du tout le langage utilisé dans les jeux vidéo et même t'as pas du tout le workflow. Disons que tu pars de 1% au lieu de 0%. C'est-à-dire que tu as des bases un peu mathématiques, tu dois faire certains vecteurs, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tu as certaines bases mathématiques, mais ça s'arrête là. Donc c'est-à-dire tout ce qui est intégration des personnages dans les jeux vidéo, le code pour les jeux vidéo, les quêtes, les sauvegardes, les mécaniques de jeu, ça c'est c'est clairement de la motivation que tu dois avoir et de la persévérance que tu dois avoir à travers le temps pour continuer finalement à t'instruire via des tutoriels en autodidacte. Sinon tu vas... Au début, tu vas en regarder 10,
Mais le plus dur, c'est le 11e, le 12e, le 13e. Toujours continuer finalement, tu vois. C'est ça la plus grande difficulté, je pense, quand tu es en autodidacte. Parce que du coup, votre jeu, vous avez créé, est-ce qu'il y a quelque chose, un pitch? On peut décrire un peu comme ça. Je le connais, mais du coup, pour nos auditeurs, auditrices, Le lore, tu dis? ouais, le pitch du jeu, qu'est-ce que c'est? Bah, j'invite justement les gens qui veulent en savoir plus à regarder sur notre Twitter et Instagram. On a une très jolie vidéo faite par la voix a été backée par un ami qui s'appelle Brian et la musique a été faite par notre compositeur Quentin Charby. Donc très jolie vidéo qui parle de notre lore. Et en résumé, notre lore serait qu'il y a une guerre entre personnification d'émotions négatives. Donc dans notre jeu, c'est les péchés capitaux. Ok. Donc il y a une personnification des péchés capitaux dans notre jeu. Le péché capitaux le plus en phare dans notre jeu, c'est l'envie. Et cette envie, en fait, a envie de tout posséder. Vu qu'elle a envie de tout posséder, elle va lancer un sort sur les autres péchés capitaux pour les transformer en masques, pour les posséder matériellement. Cette transformation se passe mal. Ce sort est trop puissant. Donc elle se transforme elle-même en masque. Et vu que ce sort est instable, toutes les entités, donc les allégories, explosent et vont enfanter différents masques. Et c'est tous ces masques qu'on va trouver dans notre jeu viennent de ces allégories à la base qui ont été explosées. Mais du coup, ça veut dire que concrètement, il y aura donc, enfin, pas un peu spoiler le jeu, mais du coup, il y aura 7 masques différents à ramasser, parce que vu qu'il n'y a que 7 péchés capitaux, Ouais, alors vous en avez fait, créé des presque, sous-catégories. Presque, ça veut dire que chaque masque sera relié à une émotion, mais tu vas pas directement avoir ce masque. Mais par exemple, un des masques que tu vas attraper pourra venir du masque de l'orgueil. Donc il va par exemple te rajouter de la force, parce que l'orgueil te rajoute de la force, etc. Donc c'est tout décliné des 7 péchés capitaux, mais tu vas pas directement, en tout cas sans te spoil, avoir les péchés capitaux. Peut-être. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que dans l'idée en tout cas qu'on a actuellement, parce que on va dire comme il n'y a pas tout est encore planifié, mais dans notre plan actuel, en tout cas, on aurait chaque fois en fait un donjon qui représenterait un des masques des 7 péchés capitaux. Voilà, donc ça c'est un peu, voilà, donc il y aurait 7 grosses parties dans notre jeu qui termineraient sur un donjon. Avec, voilà. Ok. Et juste pour revenir sur cette histoire de code, j'ose me permettre de me tourner vers vous deux avec Fred, mais concrètement, est-ce qu'on peut coder d'une autre façon qu'avec du Python par exemple? Enfin non, pardon, c'est du C++, C# pour le code. Oui, c'est du C++. Ça dépend des ressources que tu utilises. Parce que c'est possible de coder avec autre chose. Ouais, tu peux faire des jeux en Python. C'est pas très courant, mais c'est possible. Non mais juste savoir si c'était vraiment obligatoire que dans le jeu vidéo, on a utilisé un certain langage de code, ou alors non, c'est juste une question de facilité. C'est vraiment le moteur graphique Unreal Engine utilise le C++, Unity utilise le C#, mais ça dépend du moteur graphique. Il y en a qui peuvent coder en Python, ouais, comme tu disais. Il existe même quelques moteurs de jeux qui permettent de faire des jeux sans code de nos jours. C'est pas forcément le plus facile et le plus pro, mais dans l'absolu, ça existe. Ok. Puis du coup, Robin, en tant que bijoutier, est-ce que tu es minutieux Est-ce que tu es très rigoureux dans ce que tu fais dans tes modèles 3D en l'occurrence? Oui, alors après, comme dans ce projet, il y en a tellement d'assets, tellement d'objets, et tellement de masques et tellement d'éléments à créer, on peut pas être, comme je disais, à 100% sur tous les assets. Il faut se contenter, comme on a dit avec Simon, de son côté aussi, à un certain pourcentage de satisfaction et de voilà. On essaie de viser les 80%. Après, on est tellement minutieux et voilà, on a toujours envie de faire mieux. Mais c'est vrai que si on essaie tout le temps de toujours faire notre 100%, notre jeu, on risque de jamais le sortir. Donc on essaye de à la fois essayer de faire de balancer entre le satisfaisant et d'être content avec notre travail. Ok. Ouais. Et puis concrètement, vous avez choisi d'incarner, d'offrir comme personnage, comme héros, un gecko. Pourquoi un gecko? Est-ce qu'il y a une raison précise? C'est une question. Vous adorez les petits lézards ou... Ouais, c'est trop mignon. En fait, c'était assez drôle. Quelques semaines après notre idée de lancer un jeu, il est venu chez moi et on s'est dit, mais voilà, il nous faut un protagoniste, il nous faut un personnage. Et je sais pas pourquoi on était parti sur l'idée de la Polynésie à la base. Okay. En fait, il y avait ces symboles polynésiens qu'on appelle les punamu. En fait, c'est des petits
des petits personnages, pas des personnages, mais c'est des petits symboles en jade. Et en fait, Ok. je sais plus comment. C'est Simon qui a trouvé l'idée du petit gecko. Et je sais pas. Bon, déjà, la couleur. Et on s'est dit. Enfin, je sais plus, elle explique peut-être. Non, je me souviens plus. C'est juste que franchement, Ouais. il est sorti de notre Il est sorti de notre tête. imagination. Ça Et aurait moi, pu j'avais être fait 2-3 petits croquis aussi. J'avais fait 2-3 petits croquis. En fait, à la base, on pensait pas faire un jeu en 3D. Ouais. On savait pas en fait exactement ce qu'on voulait faire au départ. Et j'avais fait des petits croquis. Et on s'est dit, ouais, mais un petit gecko, ça nous représente bien, c'est chou, C'est vert. c'est vif. vert, c'est vif. Voilà. Et on s'est dit, bon, vas-y, on part là-dessus. Ouais. Ok. C'était vraiment assez. Allons-y. Et puis dans le processus de création du jeu, est-ce qu'il y a une méthode qui est souvent utilisée dans le sens, en l'occurrence dans le jeu vidéo? Est-ce qu'il y a une façon qui est préconisée? Est-ce qu'on d'abord on crée un modèle 3D, après on crée un code? Est-ce qu'on fait un jeu en entier qu'avec des pastilles et des cubes? Puis dès qu'on a un truc qui fonctionne, on se lance? Ou est-ce qu'on modélise après? Ça, je pense, ça dépend déjà de qui est dans ton équipe. C'est-à-dire que si tu as 2 développeurs, effectivement, au début, tu vas faire le corps du code et ensuite, tu peux déjà le faire tester et ensuite, tu vas ramener des artistes. Mais si tu n'as que des artistes, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont faire d'abord leur monde, les assets, le côté visuel et ensuite, ils vont intégrer le code. Enfin, en tout cas, pour les jeux indépendants. Ok. Mais Ça marche dans ma tête, je pensais qu'on commençait d'abord avec disons la base de code. Enfin, après, c'est peut-être une façon de travailler, mais t'as beaucoup de jeux qui, là, je pense à des petits renards qui se baladent, des jeux indés où tu prends possession d'un petit animal et tu fais que de l'exploration finalement. T'as beaucoup d'un jeu d'indé qui sortent comme ça parce que c'est des artistes qui vont dans le développement de jeux vidéo. Leur force, c'est leur style graphique. oui. Donc en fait, ils se lancent totalement et ensuite, il n'y a pas des mécaniques très développées, mais t'as quelque chose c'est jouable. Donc eux vont plutôt aller dans le visuel. Et je sais pas si tu es très bon en code, tu peux faire un truc beaucoup plus complexe. Et ensuite, tu mandates peut-être des artistes. Donc ça dépend, je pense, vraiment de l'équipe. Je sais pas si toi, Ouais, c'est vrai que ça dépend pas mal de l'équipe. Je dirais que ce qui est standard, qui est préconisé, c'est d'abord de prototyper toutes les mécaniques avant de faire quoi que ce soit, de faire le premier niveau. Mais en pratique, je connais pas de studio qui procède vraiment comme ça. Et il y a quelques jeux qui ont notoirement adopté l'approche inverse, de faire d'abord l'art, puis les mécaniques. Un bon exemple de ça, c'est The First Tree, qui est un jeu qui a été fait par le un type renard. tout seul, exactement, avec le renard, j'imagine que c'est à ça que tu faisais Oui, allusion, exactement. ouais. Où notoirement il a fait tout l'art avant de commencer à faire le code. Bon, c'est un peu un walking simulator avec un Ok. petit peu de plateforme, donc il n'y a pas énormément de code, mais ouais. Et puis, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Elder Scrolls 6, Skyrim 2, ils font ça aussi, même si c'est pas du tout un studio indépendant, mais c'est l'approche qu'ils ont dans leur Ok. développement. Donc ça dépend complètement en fait. Il a raison. Non, c'est vrai que c'est juste dans ma tête, je me disais que c'était peut-être plus facile de d'abord créer un jeu, disons cube et rond pour dire ok, on le teste, il fonctionne, c'est cool. Maintenant, on va commencer à décorer en gros ce jeu. Je pense que. Je sais pas, hein. Ouais, non, mais t'as raison. Je pense que d'un point de vue optimisation, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vraiment, si t'es bon en code. Ça serait bien. Ça, c'est Ouais, exactement. ça, c'est le programme. Exactement. Le L'hypothèse, programmeur qui parle. c'est que fais d'abord le code. Parce que finalement, si c'est cassé, c'est cassé. T'as beau rajouter Oui. de l'art, ça va pas marcher. Ça Mais sera injouable, quoi. Il y a ce côté dans l'art ça va te donner une certaine motivation d'avancer. Moi, quand je regarde par exemple les assets que Robin fait, bah, ça me booste. Mhm. Parce que je vais pas justement avancer dans des carrés gris et blancs. Comment dire, c'est très vecteur de motivation aussi de travailler en parallèle. Ouais. Donc tant que tu as du travail à faire, moi je dirais avance. Ok. Après, ce qui est assez drôle, c'est que comme lui me fait confiance, je lui fais confiance, souvent il me sort tout d'un coup, comme hier, il a sorti une nouvelle mécanique où Weko il va pouvoir lancer son bouclier, par exemple. Je ne m'attendais pas à qu'il fasse forcément une mécanique comme ça, mais c'est vrai que voilà, pourquoi pas. Ça rajoute quelque chose à notre jeu, ça peut être sympa. Beaucoup de joueurs vont aimer. Et voilà, c'est aussi la création d'un asset. Voilà, là, on va faire un bouclier. Simon avait une idée d'une sorte de sourire, un peu à la Joker. Moi, j'imaginais ça dans ma tête. Et s'il n'avait jamais fait cette mécanique, juste peut-être pour rire, enfin pour tester au départ, peut-être qu'on n'aurait jamais eu cet asset dans le jeu. Mhm. Donc voilà, c'est un échange. Chaque semaine, il y a des idées qui sont bonnes, il y a des idées qui prennent trop de temps, donc on abandonne. Il y a des idées qui sont folles. Moi, des fois, j'ai souvent des idées un peu folles et lui, il me calme souvent. C'est clair, tu dois avoir un fil rouge. Ouais, j'avais demandé voilà. si c'était un processus plus Oui, ou moins ça précis. tu donc dois l'avoir. ça, Tu ça, dois c'est avoir, sûr. sinon tu t'éparpilles et tu as envie de tout faire. Tu vois un nouveau truc, tu as envie de le mettre dans ton jeu. Donc tu dois avoir un fil rouge.
Mais comme je disais, par exemple, faire un petit bouclier que tu lances et qui revient comme un boomerang, c'est vecteur de motivation. Donc tu dois un peu équilibrer tout ça, pas faire que ce qui est chiant, sinon tu n'as plus envie, ça doit être un plaisir quand même, c'est le but finalement principal du projet. Mais voilà, avoir sa petite ligne rouge et finalement de temps en temps se faire plaisir, faire deux, trois mécaniques comme ça, où on se dit bon, on va pas la mettre, mais c'était cool de la créer, donc voilà. Parce que du coup, ça veut dire que, enfin, dans le sens, vous n'avez pas encore forcément genre l'intégralité du gameplay sur papier, si je peux dire ça comme ça, qui est fixe ou qui est figé, et vous vous tenez à ça. Là, vous êtes vraiment dans l'idée genre, on doit faire ça, mais on essaye. Et vous créez au fur et à mesure. La ligne rouge, elle est dessinée, mais encore une fois, justement, certaines mécaniques, on a l'idée, on peut se dire ah mais ça serait pas mal de ce boss, on pourrait le taper comme ça avec le bouclier, lui faire un petit croche-pad, voilà. Donc certaines mécaniques vont arriver au fur et à mesure, mais le principal est pensé. On se rend compte aussi que, en fait, on se voit souvent les mercredis et les vendredis. Lui, là, il a un ordinateur avec une tour, donc il peut pas bouger. Et moi, j'ai décidé de m'acheter un ordinateur portable. Du coup, je viens avec mon ordinateur. Et puis, du coup, de chacun aussi travailler de son côté pendant la semaine. On peut avoir des idées et on regroupe nos idées au moment où on se voit. Il y a des bonnes idées, il y a des moins bonnes idées. Mais en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a des très bonnes idées qu'on a eues au départ, qu'on ne pouvait pas faire au départ. Parce que on n'avait pas les capacités, on n'avait pas les connaissances. Et du coup, il y a des choses qu'on avait abandonnées au départ, que finalement maintenant il s'est codé, donc je peux créer les assets. Et vice-versa, il y a des choses que, par rapport à l'atmosphère des maps que je ne savais pas faire au départ, que maintenant je sais faire. Donc on peut, voilà, on met toutes les bonnes idées, on les regroupe. Et à un certain moment, on se dit, est-ce qu'on a les connaissances ? Oui, bah pourquoi pas, on les met alors. Voilà, c'est un peu la stratégie, mais tout le temps, en suivant, on a une idée avec un fil rouge, ça c'est sûr. Et vous avez une inspiration, un jeu vraiment qui vous a inspiré. Là, en l'occurrence, pour un platformer, et j'allais dire peut-être un Banjo-Kazooie ou, ou un Zelda ou un Mario 64. Non, je sais pas si vous avez vraiment un jeu d'inspiration derrière le jeu. Bah, il y en a, enfin, j'ai envie de dire il y en a plein parce que j'ai joué à beaucoup de jeux, donc tous m'ont inspiré directement ou indirectement, mais je dirais le principal vecteur qui colle le plus à un autre jeu, ça serait justement Ocarina of Time. Je pense à Ocarina of Time parce que c'est un monde ouvert, mais semi-ouvert. C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux, mais c'est le jeu qui va te dire à cet endroit, finalement, tu peux essayer de venir, mais je vais te montrer que c'est fermé. Donc, c'est ce principe de semi-ouvert. Et c'est au niveau du gameplay, moi je suis fan des Souls, des Dark Souls, la licence Dark Souls, je trouve. T'aimes bien te faire du mal, quoi. C'est des génies, non mais pour moi c'est des génies. Et j'adore ces mécaniques, les caméras, comment elles bougent. J'adore analyser ce jeu. Et voilà, je m'en inspire au niveau du gameplay. Pas au niveau de la difficulté, mais vraiment ces mécaniques que tu vois pas en tant que joueur, mais quand tu regardes en tant que développeur, je me dis ils sont incroyables. Donc voilà, c'est clairement Dark Souls et je pense les Zelda dans l'âme. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant parce que en fait, dès le départ, il m'a tout de suite dit voilà, moi je suis fan de Dark Souls. Et moi en fait, je peux pas vraiment jouer à ces jeux-là, c'est trop punitif. Je suis oui, en même temps, c'est voilà. connu pour ça. Hein, voilà, mais je lui dis non, on peut pas faire un jeu comme ça parce que les gens qui comme moi il fallait faire un juste milieu. Donc on a réussi à trouver, on s'est entendu sur le fait on va faire un juste milieu. Et en fait, ce qui est cool, c'est que moi dans ma tête, je suis passionné des films Ghibli japonais, etc. Et dès le départ, j'ai essayé de prendre un petit peu les codes visuels des Ghibli pour un peu japonisant, etc. Et en fait, ce qui est cool, c'est que avec Simon, on travaille sur l'idée d'un jeu très coloré, très vif, mais avec une histoire très sombre. Et en fait, les joueurs vont se rendre compte que c'est quand même assez sombre, l'histoire, en fait, au fil des quêtes. Pas tout de suite au début du jeu, parce qu'au début du jeu, il faut quand même que le joueur il soit... Oui, forcément. Quoi. Voilà. Mais en fait, à travers, en tout cas pour le jeu final, l'histoire... qu'on a déjà on a en tête déjà est plutôt sombre et plutôt voilà, c'est bien résumé. Faut pas spoiler. Hein, on va pas plus spoiler. Trucs, ce que je veux dire, c'est que il faut s'attendre à un grand contraste. Ok. Ouais. Non, je suis en train de réfléchir à un jeu qui aurait plus ou moins
le même concept. Là, récemment, j'ai commencé à jouer à Kena and Ah oui, Witch oui, Spirit, oui. donc le jeu qui est sorti Ouais. sur Oui. PS5. Il est magnifique. Il est incroyable. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression de jouer à un Pixar. Avec des masques aussi. Ouais, justement, avec des masques, ça, Ouais, ça ouais. m'a bien fait rire. Et c'est là, pour le coup, en gros, c'est cérémonialement, quand les gens décèdent, on leur met un masque et c'est un masque qui représente la personne. Mhm. Et du coup, en fait, cette femme, elle aide ces gens à quitter l'au-delà. Ils sont coincés entre le monde des vivants et des morts. Et en l'occurrence, ces masques, c'est un peu, elle les trouve et elle essaie en gros, de les retrouver et de les aider à partir. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que du coup, dans le jeu, on rencontre plein de personnages. En fait, ils sont tous morts, techniquement. Ouais. C'est quand on y réfléchit, on voit des enfants et tout, puis on dit genre, mais attends, en fait, ils sont morts ces gens. Puis c'est par la suite qu'on se rend compte qu'il est juste entouré de fantômes et de cadavres dans tous les sens, mais que c'est très très beau en fait. Ouais, mais il y a une symbolique derrière qui est beaucoup plus profonde. Et c'est vrai qu'il est très très beau le jeu. Pour le coup, si vous pouvez mettre la main dessus, je pense que c'est une belle source d'inspiration. Je vous Ouais, non, conseille. je regarde des streams dessus. On l'avait je trouve repéré. très beau. depuis- Il est repéré. Non, Très, très il est vraiment incroyable. Non. Graphiquement, il est exceptionnel. On a une réaction qui nous vient d'Internet. La question, c'est est-ce qu'il y a une inspiration de Rayman au niveau de l'univers? Rayman. Alors, c'est un jeu que j'adorais, mais je dirais pas directement, mais indirectement peut-être, parce que c'est vrai qu'il est assez sombre dans sa construction. Mais non, en tout cas, pas directement, mais c'est vrai que j'ai adoré jouer à Rayman. Mais je sais pas si toi, tu Moi, je joue encore avec Tu joues encore avec ma femme. Là, on a acheté le. Je crois que c'était Rayman Origin. Ah, sur Switch? Non, non, Ah sur non. Play 4. Oui, juste. Et ouais. du coup, on peut même jouer à deux. C'est assez drôle. C'est sur le même écran. Mhm. Mais voilà. Non, franchement, peut-être qu'il y a un lien avec Rayman juste dans la. C'est un peu goofy. Nos personnages sont un petit peu étranges. Peut-être c'est voilà les personnages. C'est très coloré aussi. Coloré, un peu goofy, un peu voilà, un peu étrange. Ouais. Mhm. Peut-être c'est. Ouais. Pas mal la référence à Rayman. Ouais. Je n'y aurais pas pensé tout seul. Mais du coup, c'est vrai que je voulais juste faire une question par rapport. J'ai envie de prendre la comparaison avec Dama Dama Games. Vous avez un studio un peu plus grand du coup. Enfin, plus grand si je peux dire ça comme ça, vous avez plus de main-d'œuvre. Et voilà. Est-ce que le processus est foncièrement différent vu que eux ils sont deux dans le sens où ça va, disons, la communication elle est rapide? Non, le processus est assez similaire, effectivement. Je pense pour beaucoup de studios indépendants. Et c'est vrai ce que Simon disait sur le côté, le travail des uns motive les autres, alimente. Et puis voilà, comme cet exemple aussi du bouclier que Robin mentionnait, c'est vrai que ça imprime une dynamique. Et puis les gens se nourrissent un petit peu du travail des uns des autres. Ça redonne la motivation dans des processus qui sont quand même long, il faut s'accrocher, il faut être motivé, et puis il faut maintenir la motivation sur des mois et des mois. Et donc ça, c'est chouette d'être en équipe pour ça, c'est vraiment super. Et vous avez déjà fait des tests? Parce qu'en l'occurrence, moi, je suis souvent allé tester le projet de Dama Dama pour leur jeu. Et du coup, je sais pas si vous avez déjà fait tester un peu votre jeu ou vous n'avez pas encore osé le montrer à des gens. Non, alors un crash test, vraiment crash test où tu prends la manette et tu peux casser le jeu. Non, mais comme je disais, même moi quand je code quelque chose et je passe le jeu à Robin, souvent il arrive à me le casser. Donc D'accord. Non, donc mais il n'y a je sais pas eu peut-être à l'entourage d'entité externe. aussi, Non, mais justement Oui, à l'entourage, on a un groupe de geeks quand même depuis l'enfance, donc il y a une dizaine de personnes à qui je pourrais passer le jeu pour récupérer certains bugs que moi je vois pas parce que je suis tout le temps dessus finalement. Oui, voilà. Ça. Mais c'est vrai que c'est primordial je dirais qu'il y ait des mains qui passent sur notre jeu pour justement faire une roulade dans le mur. Finalement, tu te rends compte que tu traverses le niveau, donc il faut plusieurs personnes. Tu augmentes les chances de trouver des bugs finalement. Mais là, on l'a pas encore fait, mais on va le faire rapidement. Ouais, rapidement. Non, c'est vrai que ce qui était intéressant avec Dama Dama, c'était en l'occurrence le fait que, pas forcément que oui, ok, c'est des bugs, ça c'est autre chose, mais aussi que la cohérence du gameplay. C'est-à-dire, on a mis tel et tel truc à tel endroit, en fait, les gens n'ont pas compris. Ouais. Et ça, c'est Ouais. des petits détails. Oui. C'est vrai que c'est des choses qui, en dehors du code, c'est aussi des logiques de gameplay. Et c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte quand on a la tête dans le guidon. Ouais. Comme tu Non, dis, tout c'est à vrai fait. que c'est comme quand on rédige un travail. On se rend pas compte qu'on écrit n'importe quoi au final ou que c'est pas du tout cohérent dans l'ordre parce qu'on a tellement travaillé dessus qu'on s'en rend plus compte, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Après, nous, on n'a pas exactement la même mécanique de jeu. C'est que notre jeu est très porté exploration. Donc, vu qu'il y a ce côté exploration, tu peux pas tout de suite le faire tester parce que finalement, je te passe la manette, tu explores notre monde, tu vas dire que c'est très beau, mais tu vas rien casser du tout. Donc, il faut attendre d'avoir certaines mécaniques assez avancées qui vont venir, qui sont en train d'être finies.
Et là, à partir de maintenant, face à un boss, tu pourras dire ce boss, j'ai rien compris, je suis mort 12 fois. Mais au début, on s'est porté plutôt du côté de l'exploration, des assets, des codes sauvegarde, etc. Donc finalement, tu peux rien me casser. Mais c'est vrai que ça va arriver et c'est sûr que, comme tu disais, c'est une étape très importante de faire tester ton jeu parce que toi, moi, je ne vois aucun bug. Donc, Mais il est parfait. non, mais vu que je suis tout le temps dessus, vu que je fais les mêmes répétitions oui. d'actions, j'en vois aucun. Et c'est vraiment quand je passe la manette à Robin et qu'il fait juste une action, je suis là, ah, il a pas fait comme moi. Déjà, ça change. C'est Genre, vrai. pourquoi tu as par là? Bah, je sais pas. Exact. La dernière fois, c'était juste j'avais sauté et roulé en même temps. Je sais plus ce qui s'était passé, mais il m'avait dit ah ouais, d'accord. D'accord, tu fais ça. Tu fais ça toi. Non, mais ouais. D'accord. Et puis, du coup, dans cette communauté de développeurs, est-ce que c'est quelque chose que vous échangez beaucoup entre vous? En l'occurrence, je vous parle aux deux studios, mais est-ce que vous échangez quand même au sein même de cette communauté de développeurs un peu indépendants en Suisse romande ou bien relativement peu Alors, pour ma part, faudrait plus. D'accord. Mais c'est vrai que justement, c'est clairement une partie du métier qu'il faudrait un petit peu augmenter parce que je suis tellement dans le code et je dirais vraiment le vrai job que c'est vrai que tout ce qui est, je vais pas dire marketing, mais aussi voir les autres collègues développeurs, c'est un truc souvent qui passe à la trappe à côté des heures de code. Donc c'est sûr que c'est un peu un équilibre. Moi, j'ai un peu du mal à le faire. Donc c'est pour ça qu'on est vachement sur les réseaux sociaux pour essayer d'augmenter tout simplement notre visibilité. Mais c'est vrai que moi je trouve pas facile d'aller vers les uns, vers les autres, de créer cette petite communauté. C'est pour ça finalement qu'on est là, parce que c'est hyper bien de partager ce qu'on fait. Donc c'est bien de coder, mais un jour faut aussi l'expliquer, le montrer. Donc voilà, non, c'est très bien. Moi je le fais pas assez malheureusement. Mais voilà. Oui, c'est vrai que ça prend mine de rien du temps d'essayer de tisser des liens, d'avoir un petit peu un réseau comme ça. Donc c'est sûr que c'est du temps qu'on passe pas à développer son jeu. Ceci dit, je pense que l'investissement vaut quand même la peine. Et puis de ce point de vue-là, il existe quand même de nombreux studios, des petits studios et des un peu plus grands en Suisse romande et en Suisse en général. Donc c'est vrai qu'il y a moyen de trouver des gens et de pouvoir échanger avec d'autres développeurs si on cherche. Mais c'est vrai que ouais, c'est un investissement, enfin, comme tout type d'ailleurs de relation. Hein, faut prendre le temps de le faire. Et, ouais. Non, c'est vrai que je me demandais si en l'occurrence, vu que tout le monde fait concrètement la même chose, a une même passion, mais aussi bah, toi en l'occurrence, t'as pas à la base de connaissances en programmation, mais par exemple Fred on a peut-être faire des échanges, justement est-ce qu'il existe des moyens d'échanger pour dire ah en fait j'ai des questions sur un code que je comprends pas, genre des choses qui pourraient exister. C'est ça que je me demandais si effectivement cette communauté de développeurs, est-ce qu'elle est un peu connue entre eux, enfin s'ils naissent un peu. Et oui, développer une communauté sur les réseaux sociaux c'est autre chose. Vraiment l'échange qu'il y a dans ces studios en Suisse romande. Moi, en tout cas, justement, vu que je suis assez isolé avec Robin, on est assez isolé. J'ai un peu donc de la peine avec les gens. Non, mais c'est vrai que ce côté-là, si j'ai une question pour un code ou quoi que ce soit, c'est vrai que sur Internet, c'est une bible ouverte. Aussi, donc, souvent, tu contactes directement les gens qui font les tutos. Oui, c'est vrai, sur leur Discord. C'est vrai que je suis très actif sur Discord. Okay. Et ce que je fais, c'est souvent, je fais un tuto. Le code, je veux le développer un peu plus, je veux avancer une mécanique. Et j'envoie sur Discord un message au développeur, je lui dis comment tu ferais pour développer ça, et on chatte vite fait. Et voilà. Finalement, donc, je pense que c'est ce qui est le plus rapide. Hein. Oui. C'est ce qui est le plus rapide, tu as la réponse. Bah, des fois, ils répondent pas, j'imagine, mais en tout cas, toutes les fois que tu as tenté de faire ça, ils t'ont répondu. Non, Même ils étaient prêts à aider plus. Ouais, ils sont très sur Discord, c'est vrai que ça crée vraiment une bonne proximité. C'est comme finalement un WhatsApp géant. Donc, oui, voilà. Non, Discord, c'est très bien pour ça. Pour la communauté, c'est très bien. Ok. Et puis du coup, pour la suite du projet, quelles sont les prochaines étapes un peu de Weko? Alors, donc la milestone assez importante, c'est en février, donc fin février. C'est notre Kickstarter. Ensuite, je sais pas si tu veux continuer le... Donc là, on fixe une date. Hein. C'est ça normalement, oui. Là, c'est sûr. Fin février. Fin février. Ok. Fin février. Bon, comme on a annoncé à la communauté sur nos réseaux qu'à la base, on devait le sortir fin novembre. On a dû travailler sur plusieurs dossiers pour pouvoir aussi trouver des investissements, ce qui nous a fait pas perdre du temps parce que c'était aussi important de travailler sur ce côté-là. Mais du coup, en fait, on s'est rendu compte que créer des documents à envoyer à droite et à gauche, ça prend beaucoup de temps.
Les vidéos, les trailers, ça prend aussi beaucoup de temps. Et finalement, c'est beaucoup de temps qu'on consacre en dehors du jeu. Et du coup, on s'est rendu compte que fin novembre, c'était trop difficile. Et on s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment grave si on le sort un prototype prologue dans 3 mois? On s'est dit, pourquoi pas? Et on a juste repoussé à fin février. Et là, on s'est dit, on va tenir cette date, quitte à montrer moins s'il faut. Mais on a envie de sortir quelque chose qui nous fait plaisir en tout cas. Voilà, c'est notre but, c'est de vous faire voyager quand même à travers cette démo. Et finalement, c'est pas une si petite démo. Si vraiment on atteint les objectifs qu'on s'est lancés, il faut s'attendre à quand même je vais pas dire combien de minutes de jeu, mais c'est une belle... À 2, c'est un bon jeu déjà. Ouais, à 2, c'est une bonne démo. Parce que du coup, ça veut dire que quand vous lancerez le Kickstarter, il y aura à côté déjà la démo. Exactement. Exactement. Tu pourras télécharger le prologue. Oui, le prologue. Exactement. Du jeu. C'est le début du jeu. C'est un petit morceau du jeu, voilà. C'est pour donner un peu envie de soutenir. Oui, tout à fait. On apprend les personnages clés, l'histoire, Tu vas connaître le lore, les mécaniques de base. Exactement. Et puis, vous le sentez? Genre ça va? Oui, vous êtes franchement. Motivé, vous pensez que ça va y arriver? Franchement, On bosse pour, en tout cas. on bosse pour. Moi, je suis assez surpris chaque fois qu'on fait des petits meetings avec Simon. L'évolution, c'est assez fou parce qu'il y a des moments où on stagne les deux. Et tout d'un coup, il y a 3 semaines Tout se débloque. Tout se débloque. Et du coup, moi, je peux lui donner les assets que j'ai faits. Lui, il travaille sur un truc, ça débloque un autre truc. Et en fait, quand on combine les choses qu'on n'avait pas pu combiner à cause des bugs et des blocages, ça... Tu fais 10 pas en avant. Ouais, et on est là, waouh, là, ça devient un jeu. Ouais. Est-ce que j'oserais vous demander pourquoi faire un Kickstarter? Quelle serait du coup la finalité derrière avec, disons, du coup, l'argent que vous récolteriez pour le projet? Ça serait... Donc, je pense pas que vous allez vous acheter des bitcoins et puis partir en vacances. Je pense bien que ça. L'argent, c'est clairement le nerf de la guerre. Bien Donc, sûr. le Kickstarter nous fera juste tenir plus longtemps dans le temps sans bosser. Par exemple, moi, là, je dois bosser à côté pour finalement faire mon projet. Là, le Kickstarter me permettrait d'être à 100% sur Weko pour X temps. Donc finalement, de faire du contenu plus grand, plus de code. Donc ça va un petit peu ensemble. Plus il y aura d'argent, plus le contenu sera poussé et grand. On aura un contenu de temps base à le consacrer. Voilà, stressé aussi. Moins stressé, plus de temps, tu peux te poser, faire les choses bien. Donc c'est vraiment ce côté stress, argent. Finalement, voilà, c'est le nerf de la guerre. On doit quand même mettre une grosse partie de notre énergie dedans. Ce qui, de mon côté, je peux moins créer des bijoux. Du coup, moins de bijoux, moins de revenus. Et du coup, même chose pour Simon. Il est obligé il sacrifie pour un travail à 100%. Il va devoir prendre un travail à 50%, voire moins 40%. Et c'est pas facile de trouver dans son domaine des jobs à 50%. Du coup, voilà, c'est vraiment... Non, mais c'est normal. Hein, c'est jongler. C'est une passion. Ouais, donc aussi, au bout d'un moment, on peut pas vivre d'une passion. Enfin, dans le sens, malheureusement. C'est le rêve de tout le monde, mais c'est vrai que... Ça nous parle, en tout cas, ici chez nous, bien entendu, parce qu'on est clairement tous à la même, hein, comment dire, chez nous. Et puis, vous parliez de cette recherche de financement. Vous avez déjà rencontré d'autres institutions, des gens typiquement à Genève, je sais pas si c'est des fonds, des fondations qui soutiennent le développement de jeux vidéo? Oui, donc on a contacté Pro Helvetia. Ok, donc ils sont assez connus, je crois, dans le milieu, pour le coup. On est en contact avec eux, justement, on a fait il y a eu la première épreuve, deuxième épreuve, et là, finalement, on attend, donc on a fait toutes les steps pour recevoir le financement, donc on attend une réponse. Donc voilà, Pro Helvetia, c'est les seuls, finalement, qu'on a vraiment contactés. Je sais pas si toi, tu penses. Non, on a contacté d'autres, certains n'étaient pas forcément intéressés. On est même allé contacter. On a eu des amis, des connaissances qui nous ont dit essayez un petit peu tout, pourquoi pas. On a même contacté Ikea. Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on s'est trompé. Meubler la maison. Non, justement, il était hyper cool. Le gars, il nous a répondu. Oui, très réactif. Il faudrait un projet quand même en rapport avec Ikea. Non, il nous avait dit qu'il fallait que ça soit manuel. Oui. Et pas forcément digital, il me semble en tout cas. Oui, non, parce qu'en fait, finalement,
ils doivent capitaliser un peu sur ton projet. Il n'y a pas vraiment de rapport. Mais bon, nous, on était là. Écoute, on va envoyer on veut montrer de quoi on est capable, mais il a très bien répondu Ouais, et très rapide. Hein. très rapidement. Non, il était très pro, mais c'est vrai que finalement, on s'est dit, bon, il a pas de tort. Ouais. Mais je pense qu'on doit encore. C'est pas fini. On a encore plusieurs personnes à contacter Mhm. et on va les contacter prochainement. Mhm. Et maintenant qu'on a dû faire certains dossiers pour certaines demandes, on pourra Vous êtes toujours, rodés, quoi. voilà, on pourra toujours réutiliser aussi et proposer nos projets à d'autres. J'allais dire, c'est comme une recherche d'appartement. Donc, une Ouais. fois, puis Ouais. comment C'est ça les envoyer exact- partout. Exactement. Mm. Alors, pour le coup, petite anecdote, mais il me semble que Ikea a fait une collaboration avec les Sims 2, il me semble, pour Ah, un voilà. DLC. Au moins, c'est. Ouais. Et là, du coup, c'est peut-être plus pertinent. Ouais, On aurait dû mettre de la construction. ouais, Ça, vous pouvez meubler la maison de Weko, ouais, exact. ça aurait été parfait. Mais du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver, tenir un peu les actualités sur vous C'est des streams Twitch, vous faites quelque Non, chose c'est alors Weko Project un peu partout. Instagram, c'est Weko Project. Twitter, Weko Project. Notre site c'est wekoproject.com. J'en oublie. Sur Steam, c'est Weko de Mass Gatherer. Donc le titre. Juste Weko, ça marche. Vous nous trouverez sur Steam. Ouais. Kickstarter, pareil, c'est Weko de Mass Gatherer. Et je crois que j'oublie rien. Ouais, pour Weko l'instant, Project partout. le seul moyen de wishlister le Kickstarter, c'est à travers notre Instagram. Parce que si on met directement juste Weko de Mass Gatherer sur Kickstarter, on ne nous retrouve pas parce que c'est pas encore, Ah, c'est pas encore ouvert. c'est pas encore Exact. ouvert. Ouais. Donc si vous voulez déjà wishlister, précommander le jeu, la campagne Kickstarter, vous pouvez aller sur Instagram. On a toutes les informations là-dessus. Fantastique. Est-ce que Fred, tu auras une question à poser ou une remarque à faire encore sur nos chers invités Non, je crois que tout est clair. J'ai hâte de pouvoir tester le jeu début de l'année prochaine. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'images circuler sur les réseaux sociaux et je suis avec assiduité ce qu'ils font. Et c'est vrai que je me réjouis beaucoup de pouvoir mettre les mains dessus et de voir vraiment en quoi ça consiste, plus précisément. Enfin, en tout cas, super visuel. Sur les réseaux sociaux, c'est Bon, surtout bon. les visuels évidemment qui ressortent. C'est pas pour minimiser le travail de Simon Non. code, mais par la force des choses sur Instagram, c'est avant tout le travail de Robin qui est bien frappant. Et c'est vraiment très très beau. J'encourage les gens à aller sur les réseaux pour voir. C'est vraiment une esthétique qui moi me parle beaucoup. Et je pense que je suis pas le seul. Et donc vraiment hâte de découvrir ça. On est très contents en Merci. tout cas. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir sur la radio. J'espère que vous avez profité aussi comme nous de ce moment. J'ai adoré. Ouais, merci vous a beaucoup. plu Merci beaucoup pour l'invitation. On vous a pas fait trop peur, ça va Non, non, C'était- j'ai beaucoup aimé. Et moi aussi. Moi, je reste encore 1 heure. Simon Robin, merci beaucoup. Encore Merci. une fois, c'est de Weko Project. Vous pouvez le retrouver partout sur les réseaux sociaux. Mhm. Fred, merci aussi beaucoup. Donc, du studio Damadama Games, que vous pouvez aussi également retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller visiter ces 2 studios. Des très très bons studios, des projets prometteurs. Et je pense que nous aurons des belles surprises à l'avenir.